un ensemble de fonctionnalités au monde, par exemple, une somme de deux matrices, multiplication de matrices. Alors, ces fonctions-là, on peut ça veut dire les déclarer à l'intérieur de la classe service. Donc, ça, c'est dans le cas où j'utilise un service lié. Si j'utilise un service démarré, il y a une seule fonction qui est visible de l'extérieur, que l'on peut invoquer à partir de l'extérieur. C'est la fonction onStartCommand. Alors, cette invocation à partir d'un autre processus, c'est ce qu'on appelle Remote Procedure Call dans le cas général. Et dans le cas du système Android, il est plus préféré de l'appeler Local Procedure Call, c'est-à-dire LPC, Local Procedure Call. Et je vous informe que ce soit le LPC ou bien le RPC, ce sont des cas particuliers de ce qu'on appelle IPC, lié à la communication interprocessus. C'est-à-dire pour faire la communication interprocessus, l'un des moyens offerts, c'est d'appeler une fonction à distance, c'est-à-dire de partager une certaine fonction avec le monde extérieur et on peut l'invoquer à distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Remote Procedure Call. Ça, c'est surtout valable pour d'autres technologies, donc pas donc, le système d'exploitation Android, mais des technologies telles que le Corba, ou bien le RMI, ou bien les services web, ou bien DECOM. Donc ça, c'est des technologies qui dataient donc des années 90, qui étaient créées afin donc que deux machines différentes, peuvent communiquer entre eux. Ça veut dire un processus A qui réside dans la machine, par exemple X, et un autre processus B qui réside dans une autre machine Y. Donc, ils peuvent communiquer grâce à ce qu'on appelle Remote Procedure Call. Par contre, dans Android, ça veut dire on n'implémente pas tout le pouvoir du RPC, Remote Procedure Call. On fait juste une partie, les Local Procedure Call. Ça veut dire que les deux processus, A et B, au lieu qu'ils résident sur deux machines ou bien deux smartphones différents, ça c'est impossible sous Android. Donc, il est possible que ces deux processus résident dans la même machine ou bien le même appareil, même smartphone ou la même tablette ou la même montre intelligente. Et ils peuvent communiquer entre eux, bien sûr, grâce au partage d'une certaine fonction visible à partir de l'extérieur. Donc, cette fonction visible, dans le cas des services démarrés, c'est tout simplement la fonction onStartCommand. Alors, dans le cas des services liés, la fonction visible ou bien les fonctions visibles que l'on peut invoquer à distance, il faut les programmer explicitement. Il faut les invoquer entre cette fonction-là, liée onBind, et avant la fonction onAndBind. C'est-à-dire entre les deux appels, c'est possible d'invoquer toutes les fonctions visibles à distance. Donc ça, c'est en deux mots, donc le LPC, le Local Procedure Call, et je vous rappelle que c'est juste un cas particulier de la communication interprocessus. Alors, l'enchaînement que l'on va faire, c'est-à-dire pour faire la distinction, vous avez la même classe service, qui peut être utilisée soit comme étant démarré, service démarré, ou bien service lié, et parfois, malheureusement, comme étant les deux. C'est-à-dire, on peut invoquer toutes les fonctions, c'est-à-dire toutes les fonctions onBind, onCreate, onAndBind, onStartCommand, c'est-à-dire tout ça, on peut les invoquer, mais ça pose un risque d'incohérence. C'est-à-dire c'est possible que l'exécution de votre service va finir avec des erreurs. C'est surtout lorsque tu vas appeler toutes les fonctions en même temps. Maintenant, si j'appelle juste ces fonctions-là, c'est-à-dire je fais juste cet enchaînement pour une certaine classe, c'est-à-dire j'appelle onCreate, on l'appelle une seule fois dans le cycle de vie de la classe. Ensuite, tu appelles onBind, c'est-à-dire un certain client, une certaine activité qui réside dans le même processus ou bien dans un autre processus. Première fois, c'est-à-dire pour consommer un service lié, il faut faire 3 étapes. La connexion, ensuite l'invocation des fonctions publiques qui sont partageables avec le monde extérieur. Et à la fin, lorsqu'on termine, ça veut dire ce que j'appelle comme fonction publique, c'est les services offerts au monde extérieur. Par exemple, si je conçois un service qui fait le traitement de matrice ou matrice processing, par exemple, dans ce cas-là, votre service, il va offrir la fonction addition de matrice, multiplication de matrice, inversion de matrice, éventuellement calcul de déterminant. Donc, ces fonctions-là, ce qu'on appelle les fonctions publiques. Donc, il faut les invoquer entre les deux, entre onBind et onAndBind. Alors, une autre caractéristique, c'est que
les invocations sont illimitées. Tu peux invoquer ces fonctions-là, les fonctions publiques, un nombre illimité de fois. Par contre, en start command, un certain client, il peut l'appeler une seule fois. Donc, il va l'appeler une seule fois. Une fois, le service est détruit avec stop self ou bien stop service. Dans ce cas-là, le même client ou bien un deuxième client, il peut l'invoquer une deuxième fois. Mais ça veut dire on start command pour un client donné, donc elle est appelée une seule fois. Donc on ne peut pas l'appeler deux fois sans, ça veut dire, sans arrêter ou bien ça veut dire sans arrêter ou bien détruire le service. Alors il faut tout d'abord l'arrêter avec on stop self ou bien stop service qui va invoquer automatiquement on destroy. Maintenant, le même client ou bien un autre client, il peut l'invoquer une deuxième fois. Donc on ne peut pas invoquer un même client, il ne peut pas invoquer en start command plusieurs fois entre on create et on destroy. Donc il peut appeler cette fonction une seule fois. Par contre, ici, les fonctions publiques, on peut l'invoquer 0 jusqu'à n. Et le n, ce sera donc un nombre illimité. Alors, ça, c'est faisable par un seul client ou bien plusieurs clients. C'est-à-dire, on peut invoquer ces fonctions publiques, c'est-à-dire à partir de l'extérieur. Donc, ça, c'est faisable par un seul processus client ou bien plusieurs processus clients. Plusieurs processus clients peuvent invoquer ces mêmes fonctions, donc en parallèle ou en concurrence, en même temps. Alors, ça, c'est la deuxième caractéristique. C'est pour cette raison qu'on l'appelle service complexe. Ça veut dire que l'appel des fonctions publiques, il est illimité. Il n'y a aucune limite. Une autre différence, c'est que le service lié peut retourner des valeurs, des réponses aux clients. Et ce n'est pas le cas pour le service démarré. Donc, service démarré, en start command ne retourne rien pour le client. Elle retourne un entier, une constante de type entier, mais c'est destiné pour le système d'exploitation et elle, par exemple, détermine juste si on peut redémarrer le service suite à, ça veut dire, à une terminaison, donc inattendue du service, supposons que pendant le traitement, le service a été tué par l'Android suite à une pénurie de mémoire. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on va le redémarrer après la disponibilité de la mémoire ou non? Maintenant, ce redémarrage ou non, cette question, on va la répondre, ou là, on va répondre à cette question grâce à l'entier que doit retourner on start command. Si, par exemple, on va retourner, voilà, si on va retourner start not sticky, cela veut dire, cet entier veut dire qu'il ne faut pas que Android redémarre le service après un certain laps de temps. Maintenant, start sticky veut dire qu'une fois la mémoire devient disponible, il faut que Android redémarre le service, mais la requête, elle est oubliée. Ça veut dire, supposons que le service permet de lire un fichier audio grâce à un media player, un composant media player. Maintenant, si tu vas retourner start sticky, une fois la mémoire devient disponible, Android il va redémarrer media player, mais le fichier à lire n'est pas initialisé. Il faut que manuellement, c'est-à-dire l'utilisateur charge manuellement le fichier à lire par le media player. Par contre, ici, le troisième entier, start redeliver intent, cela veut dire que l'Android va redémarrer donc le composant service, par exemple le media player, en initialisant donc la requête avec la même configuration qui était dans le passé, c'est-à-dire au moment de l'interruption. Ça veut dire que je vais redémarrer le media player avec le même fichier à lire et à partir du dernier morceau qui a subi l'interruption. Alors, donc, pour faire la différence, donc ça c'est one-way operation, c'est-à-dire une requête sans réponse. Par contre, les services liés, c'est, si vous voulez, two-ways operation, ça veut dire que vous avez des requêtes et vous avez aussi des réponses. Alors, aussi, donc, dans le service démarré, donc l'exécution, elle est indéfinie, c'est-à-dire on start command, même si elle termine sa tâche, elle est toujours gardée en mémoire et le service il est toujours en exécution, même s'il ne fait rien. Donc, on start command, en quelque sorte, elle est toujours en exécution, même si elle ne fait ça veut dire, aucun résultat, ou aucun travail, ou aucune tâche. Alors, l'unique façon pour détruire, ça veut dire récupérer les ressources, ça veut dire manipuler par on start command, l'unique façon, c'est il faut appeler stop self ou bien stop service. Par contre, ici, je vous rappelle qu'on fait une connexion avec onBind. Donc, onBind, c'est une fonction qui fait partie du cycle de vie du service.
Mais onBind, elle est en principe déclenchée à partir d'une requête ou bien d'une requête qui est envoyée par le client, l'activité cliente ou bien le service client. Je vous rappelle que un service X peut être invoqué soit par un autre service Y, soit par une autre activité X ou bien Y. Alors, le composant source, ou bien qui initie la requête, il doit tout d'abord invoquer donc soit la fonction start service pour enchaîner ce cycle de vie, c'est-à-dire il va enchaîner tout d'abord en create si le service n'est pas encore créé. S'il est déjà créé, il va appeler directement en start quand même. Alors sinon, si le client, l'activité par exemple appelle bind service, et je vous informe que les deux appels ils sont bloquants. Donc, que ce soit start service ou bien bind service, ils sont bloquants, c'est-à-dire le client il sera bloqué. Donc, il n'y a pas de retour, donc il sera bloqué. Pour le cas, je parle de la classe service. Hein. Alors, automatiquement, lorsque le client appelle bind service, bien sûr, ici, il y a des arguments, on va les discuter par la suite. Il y a donc un certain nombre d'arguments à mettre ici dans bind service. Alors, bind service va appeler automatiquement onBind. Alors, onBind, c'est en quelque sorte la fonction qui fait la connexion, ça veut dire au service. Alors, une fois cette fonction elle est exécutée, qu'est-ce qu'elle doit retourner? Elle doit retourner un objet particulier. On va l'appeler eBinder. Donc, la classe mère de cet objet qui est retourné par onBind, c'est ce qu'on appelle eBinder. Par contre, si tu programmes ton service comme étant un service démarré, alors dans la fonction onBind, il faut carrément retourner nul. Tu fais return nul. Et donc, je fais juste une seule ligne dans onBind, return nul. Et maintenant, il sera considéré comme étant un service démarré. Par contre, si tu vas retourner un objet de type eBinder, donc eBinder, c'est une autre classe qu'on va l'évoquer par la suite. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a utilisé le service comme étant lié. Alors, une fois cet objet est retourné au client, ça veut dire le processus client, ça veut dire soit l'activité ou bien le service qui a initié la requête, dans ce cas-là, le service, ou plutôt le processus client, il sera débloqué. Donc, il n'a pas reçu l'objet eBinder, le processus client, il est toujours bloqué. Donc, ce qui veut dire que la fonction bind service, elle est bloquante. C'est une fonction synchrone qui va causer l'exécution de onBind chez le serveur ou bien le service, la classe service. Alors, juste pour faire la différence entre les mots, ce que j'appelle serveur, c'est le processus qui contient plusieurs classes et entre autres la classe service. Donc, le processus qui contient éventuellement un certain nombre de classes. Parmi ces classes-là, on trouve la classe service. Et ce processus, on va l'appeler serveur. Et maintenant, service, c'est juste un composant qui fait partie du processus serveur. Alors, une fois donc la fonction onBind est exécutée et elle retourne l'objet eBinder au service, plutôt au processus client, maintenant, le processus client sera débloqué, il peut appeler une autre fonction. Alors, une fois cette fonction est faite, maintenant, le même client, il peut invoquer tous les services publics, c'est-à-dire l'addition, soustraction, multiplication de matrices, inversion, ainsi de suite. Alors, il peut appeler ces fonctions un certain nombre pour un nombre illimité. Donc, l'exécution, bien l'appel, il est illimité, il n'y a pas de borne. Une fois, donc, il veut terminer l'interaction, ou bien l'interaction complexe, dans ce cas-là, le même client, la même activité ou bien le même service qui fait partie du processus client, il doit appeler donc la fonction onBind. Donc, il ne peut pas l'appeler directement, il ne peut pas appeler onBind parce qu'elle fait partie du cycle de vie de la classe service. Donc, il va appeler donc une autre fonction. On ne sait pas si elle est présente ici dans le code. Alors, en principe, la fonction, c'est tout simplement onBind service. Donc, il n'y a pas de différence avec la première fonction, c'est-à-dire pour lancer la connexion, donc le client appelait bind service. Maintenant, pour demander la déconnexion, donc on va appeler onBind service. Donc, la fonction onBind service, donc elle va causer l'exécution de onBind. Alors, le dernier client qui va lancer onBind, ou plutôt onBind service, qui à son tour appelle
on-and-bind. Donc, le dernier client qui va déconnecter, c'est-à-dire qui va exécuter indirectement on-and-bind. Donc, la fonction on-and-bind va causer l'exécution de on-destroy, c'est-à-dire le service sera détruit si le dernier client invoque indirectement la fonction on-and-bind. Alors, ici, donc, je vous rappelle que ce service lié sera détruit, c'est-à-dire toutes les ressources seront libérées. En général, le service sera toujours gardé en mémoire, parce que dans ce cas-là, le processus va obtenir la priorité empty process. En général, Android il va garder en mémoire les processus empty process. Donc, il n'y a pas de problème ou de pénurie de mémoire, il sera gardé pour une éventuelle donc, réexécution du même processus. Alors, donc, on destroy, elle va causer donc la destruction du service lié. Donc, ça, c'est toujours le cas. Mais il y a une exception si le même service lié sera utilisé non seulement comme étant lié, mais aussi comme étant démarré. C'est-à-dire qu'il y a deux clients différents. Le premier client, par exemple, il va appeler start service, qui va causer l'exécution de onStart command. Il y a un deuxième client qui va appeler bind service et qui va causer l'exécution de onCreate. Dans ce cas-là, le même service va avoir les deux rôles, lié et démarrer. Alors, dans ce cas-là, même si le dernier client exécute on and bind, le service ne sera pas détruit. Il sera détruit lorsque l'un des clients appelle explicitement stop self ou bien stop service. Et dans ce cas-là, donc, il doit appeler donc, stop service. Donc, stop self, en principe, elle est exécutée par le même service ou la classe service elle-même. Alors, dans ce cas-là, donc, il faut deux conditions pour qu'on tue le processus. Il faut que non seulement tous les clients déconnectent, ça veut dire appellent on and bind, mais il faut aussi que l'un des clients appelle aussi stop service. Donc, ça, c'est les deux conditions pour tuer un service. Sinon, il sera toujours gardé en mémoire. Et ça, c'est un problème. Hein. C'est ce qu'on appelle memory leak. C'est-à-dire lorsque tous les clients font des connexions et le programmeur croit que le service il est déjà détruit et par conséquent, même le processus peut être aussi tué. Donc, malheureusement, donc, le service il est toujours gardé en mémoire et le processus il est toujours gardé en mémoire parce que tout simplement, dans ce cas-là, il a la priorité 3 et il peut être gardé en mémoire. Il n'y a pas beaucoup de chances pour le tuer. Et ceci ça veut dire on va le considérer comme étant un gaspillage de mémoire. Maintenant, si tu as beaucoup de services où il y a beaucoup de processus qui ont le même sort, il y a un risque que toute la mémoire sera, ça veut dire épuisée par ces processus qui ne sont pas tués à 100%. C'est-à-dire ces processus pour lesquels tous les clients ont fait des connexions. Le programmeur croit que ce processus, il est déjà tué par Android pour une certaine raison. Par exemple, parce que la priorité maintenant était trop faible, c'est un petit process. Mais malheureusement, il ne sera plus tué parce que tu n'as pas appelé donc, stop service. Ça, c'est ce qu'on appelle un danger de memory leak, ça veut dire un gaspillage de mémoire, mais qui n'est pas, disons, intentionnel par le programmeur. Alors, maintenant, on va donner peut-être plus de détails sur la classe service lié. Monsieur, une question, monsieur. Oui. Monsieur, si jamais le service, le processus jamais de service n'est pas exécuté, marche en cours d'exécution. Oui. Monsieur, lorsqu'on lance on bind, elle va lancer le processus. Bien, non. La question, tu dis que le processus n'était pas opérationnel, il n'était pas en cours d'exécution. Ouais, elle n'est pas dans la mémoire. Monsieur, est-ce que... Bon, monsieur... je vous donne donc l'enchaînement. Hein. Donc, supposons oui. que le processus serveur n'était pas démarré. C'est-à-dire c'était installé, mais n'est pas démarré. Alors, une fois le client, donc je vous donne le workflow. Le client, il va appeler bind service. Un certain client, un certain processus va appeler bind service. Maintenant, bind service, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout d'abord lancer onCreate parce que tu dis que le processus n'était pas démarré. Donc, il faut... il va vérifier d'abord onCreate, ensuite onBind. Une fois onBind va retourner un résultat pour le processus client. Dans ce cas-là, le processus client
peut invoquer les opérations publiques. Ah, d'accord. Monsieur, donc, lorsque Zama, il va exécuter Zama, قبل ما exécuter en create, il va vérifier si le processus est démarré ou non. Non, ça, Parce que pour le ça veut dire que deuxième le processus Zama. est démarré. Si le Ah, processus est démarré. Parfois le oui. processus est démarré. Supposons que j'ai un processus serveur qui contient plusieurs composants, pas juste le service, plusieurs composants. Alors, donc je vous rappelle, bon, je n'ai pas le code ici, mais lorsque le client va envoyer la requête bind service, la requête ou la fonction bind service. Bind service, elle contient plusieurs arguments. Parmi les arguments, tu dois mentionner, ça veut dire non seulement la classe service, mais aussi en quelque sorte, bon, je peux vous donner donc une idée pour les services, ça veut dire préétablis par Android. Parce que ici, en principe, tu dois donner, lorsque je vous dis, ça veut dire il faut donner le nom de la classe service. Tu vas donner le nom complet. Ça y est, en général, il faut spécifier le nom complet, ça veut dire le projet et ainsi de suite. Le nom du projet, ça veut dire le package, plus le nom de la classe. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le client, il a, ça veut dire, dans sa requête, il a donné, donc, disons, l'adresse exacte. Non seulement je donnais le nom du projet, mais je donnais aussi le nom de la classe. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, si Android voit que le processus n'est pas démarré, il peut le démarrer parce qu'on a toutes les informations nécessaires. Donc, par contre, pour les services préétablis, parce que peut-être que je ne l'ai pas invoqué, ou je ne l'ai pas mentionné. Dans la plateforme Android, vous avez la couche 3, la couche qui est juste au-dessous de la couche application, c'est-à-dire les applications mobiles finales. Donc, ce qu'on appelle Framework Application. Et on a dit que ce Framework Application, tous les composants de ce Framework Application résident dans un même processus qu'on appelle System Server. Alors, là, si tu veux appeler un service qui fait partie au System Server. Donc, je vous rappelle que System Server, en quelque sorte, c'est un processus qui va gérer, c'est-à-dire qui contient des gestionnaires de tous les périphériques, c'est-à-dire de toutes les ressources matérielles, qui existent dans même les ressources logicielles, hein, toutes les ressources matérielles qui existent dans le smartphone. Par exemple, si je cherche à lancer le service de gestionnaire de localisation, c'est-à-dire je cherche à lancer un service qui va me donner les coordonnées GPS. Dans ce cas-là, le client, lorsqu'il va envoyer cette requête bind service, il va donner donc une chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères, en quelque sorte, c'est la clé avec laquelle, parce que le système serveur, il contient un annuaire. Donc il y a un annuaire. L'annuaire, il contient en quelque sorte deux colonnes. La première colonne, c'est la chaîne de caractères avec laquelle on fait la recherche. La deuxième colonne, en quelque sorte, c'est la classe Java ou bien l'objet Java. Et là, vous êtes obligé dans l'annuaire, il faut spécifier le nom complet, c'est-à-dire le nom du projet, le nom du package, et ainsi de suite, jusqu'au nom de la classe. Donc, vous avez une petite table qui contient deux colonnes. La première colonne, c'est la chaîne de caractères avec laquelle je fais la recherche. Supposons que je recherche un gestionnaire de localisation. Alors, maintenant, ma chaîne de caractères de recherche, par exemple, c'est localisation. Supposons que je cherche avec cette chaîne de caractères. Donc, maintenant, système serveur, un processus qui représente la couche 3 d'Android. Il applique une recherche, il effectue une recherche dans cet annuaire. Une fois qu'il trouve la ligne qui est compatible avec le mot localisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger donc cet objet qui représente la classe qui offre ce service-là, le service de localisation. Et cet objet sera retourné au client lui-même. C'est-à-dire, c'est carrément l'objet qui sera retourné au processus client. Parce que c'est le même processus ici. J'ai déjà dit qu'une fois le client appelle OnBind indirectement, c'est-à-dire grâce à un service, j'ai dit que le client sera bloqué. Le processus client sera bloqué. Une fois que OnBind va retourner un objet, alors l'objet, on va l'appeler eBinder.
et c'est le même objet qui sera retourné par le système serveur. C'est-à-dire, le système serveur, il fait juste une recherche linéaire dans un annuaire. Une fois qu'il trouve l'objet qui offre ces services-là, il va le retourner. C'est-à-dire, il va envoyer carrément un objet au client. Donc, cet objet, c'est ce qu'on appelle eBinder. C'est-à-dire, la classe mère de cet objet, on va l'appeler eBinder. Donc, pour les services prédéfinis par le système d'exploitation, c'est le système serveur qui va retourner ça. Alors, pour les services personnalisés, c'est-à-dire les services créés par le programmeur, c'est la fonction onBind. Lorsqu'elle termine son travail, elle va retourner un objet que l'on va appeler eBinder. Et cet objet, il va débloquer le processus client. Donc, on va donner plus de détails sur ça lorsqu'on va avancer dans les slides. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, très bien. Oui, merci. Et donc, on continue. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà des connaissances préalables sur certains concepts, parce que je vous rappelle que ce qu'on appelle Remote Procedure Call, qui est techniquement dans Android, c'est juste Local Procedure Call, parce que le processus client et le processus serveur résident dans le même smartphone ou dans la même tablette. Donc je ne peux pas avoir un RPC entre deux tablettes ou bien deux smartphones. Dans Android, ça n'existe pas. Par contre, dans d'autres technologies, ça veut dire spécifiques à d'autres systèmes d'exploitation, tels que Linux ou bien Windows, c'est possible de faire ça. C'est-à-dire c'est possible qu'un processus A appelle une autre fonction qui réside dans un processus B qui réside ou qui est hébergé dans une autre machine distante, mais je suppose qu'il y a un lien réseau entre les deux. On a vu ça en exemple dans le Windows X Manager. On peut lancer des fenêtres ou contrôler des fenêtres à partir d'un PC à partir d'un autre PC. Oui. Server client. Oui, bien, j'ai bien dit que dans Linux, il y a plusieurs technologies. Il n'y a pas une seule technologie par système d'exploitation. Vous avez, donc je vais lister 3 ou 4. Ça veut dire, là, c'est vous avez donc le RMI. C'est-à-dire c'est une technologie qui est propre à Java, mais qui est plus multi-plateforme, multi-système d'exploitation. Vous avez la technologie DCOM, qui est multi-langage, mais qui est propre à Windows. C'est-à-dire je ne peux pas avoir deux composants DCOM. Donc, ce que j'appelle composant service, son équivalent dans Windows, c'est ce qu'on appelle un composant DCOM. Mais tu peux créer un composant DCOM sous n'importe quel langage, c'est-à-dire Visual Basic ou bien C#. Je suppose même C++, c'est disponible même C++ sous Windows. Mais sauf que les deux machines doivent avoir le même système d'exploitation qui est Windows. Vous avez une autre technologie, c'est Corba. Corba, c'est multiplateforme, multilangage. Donc, il a un point fort. Et vous avez une dernière technologie, c'est la technologie des services web. Donc, service web, elle est multilangage. Ça veut dire tu peux avoir deux composants, deux services. On va les appeler donc services web pour faire la différence avec service Android. Alors, les services web, tu peux le créer avec n'importe quel langage, C++ ou bien Java. Donc, ça, c'est les deux langages les plus, même C#. Mais en général, les deux langages les plus utilisés, c'est Java, donc C++ et C#. Et même Visual Basic. Et le système d'exploitation, donc tu peux faire n'importe quel système d'exploitation. Donc, ça veut dire le Remote Procedure Call basé sur les services web, il supporte plusieurs langages de programmation, plusieurs systèmes d'exploitation. Par contre, ici, dans Android, donc c'est limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas, ça veut dire programmer un service sous un autre système d'exploitation qui est différent d'Android. Ça veut dire un composant service, il ne peut pas parler ou là, il ne peut pas invoquer un autre composant service qui est sous un autre système d'exploitation embarqué. C'est impossible. Et deuxième chose, c'est lié par rapport au langage de programmation. Actuellement, il n'y a que deux langages. Il n'y a que Java et le Kotlin. Et le Kotlin, je peux le supposer comme étant Java parce que le bytecode du Kotlin, c'est exactement le bytecode du Java. C'est-à-dire que c'est le bytecode de la même machine virtuelle. Donc, pour moi, je peux considérer les deux langages comme étant c'est-à-dire un même langage. Il n'y a pas une grande différence. Alors, pour cette raison, donc, ce n'est pas un Remote Procedure Call qui est multiplateforme, qui est multilangage. C'est un Local Procedure Call qui est monolangage, qui est monoplateforme. Donc, maintenant, si on peut faire
c'est-à-dire la comparaison avec Corba, qui date des années 90, les services web qui sont créés en 2000, en l'an 2000, et DECOM et le RMI qui sont créés au début des années 90. Première technologie, pour votre information, elle date de 1984. C'est-à-dire première technologie du RPC, Remote Procedure Call. Elle était créée juste pour le langage Fortran et C++, ces deux langages. Elle date de 1984. Et à partir de cette date-là, donc bien sûr, plusieurs sociétés ont créé leur propre technologie de middleware. Bon, bien sûr, on peut appeler les Remote Procedure Call comme étant technologie de middleware. Alors, je reviens maintenant au cours, juste pour donner plus de détails maintenant pour les services liés. Alors, donc peut-être que je vais, voilà, je vais tout d'abord expliquer cette fonction-là. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la classe contexte? C'est quoi la classe contexte? Tout le monde travaille avec la classe contexte, mais est-ce que tout le monde connaît la signification de la classe contexte? Vous avez des idées? Vous pouvez donc utiliser le chat. Alors, la classe contexte, tout simplement, c'est la classe mère de plusieurs classes, quelle que soit la classe activité ou bien service. Donc, c'est-à-dire pour chaque projet donc mobile, tu vas avoir au moins une classe contexte, au moins une seule classe, au moins une classe contexte, parce que tu vas avoir au moins un composant. Donc, il y a deux composants qui vont hériter, c'est-à-dire il y a deux classes composantes qui héritent de la classe contexte. Vous avez la classe activité qui hérite de la classe contexte et vous avez aussi la classe service qui hérite aussi de la classe contexte. Bien sûr, la classe contexte, elle permet, par exemple, elle offre plusieurs fonctionnalités ou bien plusieurs services. Parmi ces services-là, c'est que tu peux, grâce à la classe contexte, tu peux c'est-à-dire lancer des intents ou bien lancer des appels pour d'autres composants. C'est-à-dire grâce à la classe contexte, tu peux, par exemple, appeler un broadcast receiver ou bien tu peux appeler un service et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est-à-dire deuxième type de service offert par la classe contexte, c'est que tu peux, toujours grâce à la classe contexte, tu peux accéder à des ressources de votre projet. Par exemple, si votre projet contient un fichier de n'importe quelle nature, XML, fichier texte, fichier audio, MP3, donc n'importe quelle nature, c'est grâce à cette classe contexte, qui est la classe mère de l'activité ou bien la classe mère du service, c'est grâce à cette classe que tu peux charger ou bien manipuler cette ressource. Et je parle de toutes les ressources, que ce soit ressources matérielles, c'est-à-dire les capteurs, les sensors, et les actionneurs, ou bien les ressources de type fichier, et ainsi de suite. Alors ça, c'est la première chose concernant le contexte. Donc, vous avez un client, une classe activité, par exemple, qui fait l'appel à bind service. Donc, ici, implicitement, c'est une activité ou bien un service, parce que je dis que le contexte, c'est la classe mère de activité ou bien service. Et on effectue bind service. Vous avez exactement trois arguments. Vous avez intent, vous avez service connection et vous avez flags. Alors, on va expliquer les trois arguments, donc un par un. Donc, l'intent, c'est clair. L'intent, c'est carrément la requête. Parce que je vous ai dit qu'un service lié, il va offrir des fonctions publiques au monde extérieur. Par exemple, cette fonction publique sera l'addition de deux matrices. Maintenant, si j'essaie c'est-à-dire d'additionner ou bien de faire l'addition de deux matrices, il faut spécifier les deux arguments, c'est-à-dire la matrice U, la matrice A et la matrice B. Donc, concrètement, il faut mettre la matrice A et la matrice B dans le composant ou bien l'objet intent. Donc, c'est clair maintenant le rôle de l'intent. Il va contenir la requête, c'est-à-dire les arguments qui peuvent ou qui vont alimenter le service lui-même, c'est-à-dire qui vont alimenter soit l'addition, la soustraction, et ainsi de suite. Alors, on va appeler maintenant, ou bien avant de parler de service connection. Donc, service connection, c'est un objet qui contient exactement deux fonctions.
Donc, on aura le temps pour ça veut dire visualiser ces deux fonctions-là. C'est si je vais changer le partage pour vous montrer au moins une partie du code de chaque classe. Alors, voilà. Alors voilà, je vais augmenter donc la résolution de cette image. Bon, c'est pas très clair, mais l'essentiel, vous pouvez donc voir ici que cet objet que j'appelle par exemple mcon, c'est un objet de la classe Service Connection. Donc c'est-à-dire je le crée et je l'instancie directement dans la classe activité. Vous avez donc cette classe activité qui représente le client de notre processus serveur qui contient le service. Alors, avant donc d'appeler bind service, ça veut dire avant d'appeler bind service, donc il faut tout d'abord, par exemple, il faut instancier un objet de cette classe. Donc, service connection, c'est une classe qui contient exactement deux fonctions. On service connected, donc première fonction, et vous avez on service disconnected. Alors, pour le moment, il faut s'intéresser juste à ces deux fonctions. Déjà, il n'y a que de ces deux fonctions, on service connected et on service disconnected. Alors, maintenant, c'est quoi le lien entre cet objet, le mconnection, donc qui va représenter la connexion entre le service et le client, et les deux fonctions que l'on déclare ici. Alors, la relation est très simple. Donc, je vais retourner donc, au cours. Alors, donc je vous ai dit que une fois donc le client, donc il va appeler bind service qui a trois arguments. Alors, bind service, elle va appeler soit on créé s'il n'est pas déjà créé, le service n'est pas encore créé. S'il est déjà créé, elle va appeler on bind. Alors, on bind, elle fait un travail simple. Elle va retourner ce qu'on appelle le step server. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces mots-clés. Donc, les mots-clés, parfois, vous avez donc on utilise le proxy client, proxy serveur, et step client, step server. Alors, l'objet retourné par onBind qui instancie la classe eBinder. Alors, dans les anciennes technologies, ça veut dire Corba, DCOM, Service Web, RMI. Alors, cet objet-là, c'est ce qu'on appelle stub. Soit on l'appelle stub, soit on l'appelle aussi proxy. Et parfois, on l'appelle stub server ou bien proxy server parce que tout simplement, il sera créé par le serveur. Alors, donc cet objet-là, dans la technologie donc Android, cet objet-là sera retourné ou bien envoyé directement donc au processus client. Alors, une fois le processus client reçoit l'objet eBinder ou bien le stub ou bien le proxy, tout dépend donc de la façon avec laquelle on l'appelle. Alors, une fois cet objet arrive, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc lancer l'exécution. On va créer tout simplement, ou bien on va lancer l'exécution de onService Connected. Donc, c'est ça, donc, je vous rappelle l'enchaînement. Je vous rappelle l'enchaînement. Donc, en premier lieu, le client appelle bind service. Ensuite, bind service, je suppose qu'elle appelle directement onBind. Je suppose que le service il est déjà créé. onBind fait un certain travail, c'est-à-dire elle va créer l'objet eBinder. Ensuite, elle va retourner cet objet au client. Alors, une fois cet objet retourne au client, alors le client, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter directement cette fonction-là, l'IA onService Connected. Donc, ça, c'est une fonction qui fait partie de la classe, qui fait partie de la classe Service Connection, et automatiquement, elle fait partie de l'objet mConnection. Donc, dans le client,
avant donc d'appeler le bind service, c'est-à-dire avant d'appeler le bind service, il faut tout d'abord instancier cet objet, mConnection, avec cette fonction-là. Et maintenant, ça c'est le constructeur, mais maintenant, cette fonction-là, en service connected, elle sera appelée automatiquement une fois la fonction onBind va retourner son résultat au processus client, et en particulier, par exemple, dans notre cas, l'activité client. Alors, je reviens aux arguments. Alors, donc service connection, donc ça, en quelque sorte, c'est un objet qui va contenir, en quelque sorte, un pointeur sur l'objet eBinder. Alors, vous avez le troisième argument, c'est le flag. Le flag, c'est expliqué comme suit. Bon, je vous rappelle que dans les services liés, donc vous avez trois façons pour initialiser l'anti-flag. Donc, soit tu vas l'initialiser avec cette constante, bind auto-create. Alors, bind auto-create, qu'est-ce que cette constante veut dire? Que tout simplement, il faut créer, c'est-à-dire si la classe service elle n'était pas déjà instanciée ou bien elle n'était pas déjà exécutée dans le service, dans le processus service, parce que je vous rappelle que le processus service, il peut contenir plusieurs composants. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire un projet, une application mobile qui contient un seul service ou une seule classe service. Tu peux avoir plusieurs classes de n'importe quelle nature. Et dans ce cas-là, la classe service, tu n'as pas donc des garanties que la classe service, elle est déjà en cours d'exécution. C'est possible que la classe service, elle n'est pas encore exécutée par le processus serveur. Alors, dans ce cas-là, l'entier, ou bien la constante bind auto-create, qu'est-ce qu'elle dit à Android? Tout simplement, il faut exécuter la classe service si elle n'est pas encore démarrée. C'est-à-dire si le processus il est d'exécution, donc ça c'est la première condition, je suppose que le processus il est en cours d'exécution. Mais maintenant, si le composant service n'est pas encore exécuté, alors cette constante, elle exige au processus serveur d'exécuter, c'est-à-dire immédiatement, la classe service. Alors, deuxième option. Bon, je vous informe ici que implicitement, dans la première option, il va obtenir la priorité, plutôt la plus grande priorité de tous les processus clients. Donc, je vais expliquer ça. Peut-être avec le fichier Word. Je vais faire un exemple. Parce que j'ai dit que le processus serveur, il est invoqué par plusieurs processus. Maintenant, si je suppose le scénario suivant, voilà. Donc en attendant, voilà, il démarre. Voilà. Supposons j'ai processus client, processus, je vais utiliser majuscule, processus client A et process client B. Donc, supposons pour ce client B, il a la priorité, par exemple, 3, et pour ce client A, il a la priorité 2. Alors, les deux appellent le même processus serveur. Process. Avec unbind, plutôt avec la fonction bind service. Avec la fonction bind service. Ça, c'est processus serveur. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quoi la priorité Y que je vais attacher au processus serveur? Alors, si tu vas employer la première possibilité, les bind auto-create, automatiquement, le processus serveur va obtenir la priorité la plus grande entre les deux. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il va obtenir la priorité 2.
parce que les deux clients appellent, ça veut dire appellent le même processus, et ils sont toujours en phase d'interaction, c'est-à-dire les deux n'ont pas encore déconnecté, n'ont pas encore appelé on and bind. Alors, dans ce cas-là, le processus serveur, automatiquement, il va prendre la priorité la plus grande des deux. C'est-à-dire, si tu as ici 10, et l'un des processus contient la priorité 1, c'est-à-dire foreground process, c'est-à-dire processus en avant-plan, la plus haute priorité, dans ce cas-là, Y va obtenir la valeur 1. C'est la plus haute priorité par rapport à tous les clients. Donc, ça, c'est-à-dire ici, tu as deux clients qui appellent en même temps processus serveur. Dans ce cas-là, la priorité de serveur sera 2. Donc, ça, c'est par opposition. Ça, c'est une autre différence par rapport au service démarré. J'ai bien dit que les services démarrés, ils obtiennent la priorité 3 lorsqu'ils sont invoqués avec, voilà, si le démarré était invoqué avec la fonction start service, il va obtenir directement la priorité 3. Ce qu'on appelle aussi service process, la priorité service process. Il va avoir la priorité 2, ça veut dire visible process, une priorité plus élevée. C'est lorsque le client appelle ou envoie la requête toujours, mais pas au même service, à la même classe, mais pas avec la fonction start service, mais avec la fonction start foreground. Si un autre client ou bien le même client appelle le même service avec start foreground, dans ce cas-là, le processus serveur, il va obtenir la priorité 2. C'est lorsqu'il va être appelé avec la fonction start foreground. Sinon, il va obtenir la priorité 3 s'il est appelé avec start service. Par contre, dans les services liés, on l'appelle toujours avec bind service et automatiquement, la priorité, c'est la plus haute parmi tous les clients. Alors, maintenant, dans cette possibilité, bind adjust with activity, ça veut dire monte la priorité avec le même niveau de l'activité. Qu'est-ce qu'on exige? Supposons, je vais faire un troisième scénario, un autre processus client, process client, par exemple C, mais qui a la priorité soit 3 ou je suppose qu'il a la priorité 3. Donc, jusqu'à maintenant, ça veut dire le processus serveur, il a la priorité 2. C'est la plus haute parmi les 3. Maintenant, celui-là, il a fait donc, la connexion, la demande de connexion. Mais au niveau de la demande de connexion, ça veut dire ici, lorsqu'il va appeler bind service, alors dans les flags, il va préciser bind adjust. Il va préciser cette constante bind adjust with activity. Cela veut dire que j'exige que le service, le processus serveur, obtient la même priorité de l'activité client. C'est-à-dire, si j'ai bien dit que l'activité client elle possède la priorité 3, alors puisque j'ai appelé le même processus serveur avec bind adjust with activité, dans ce cas-là, le service, ou plutôt le processus serveur, lorsqu'il est invoqué par le client C, il va obtenir la priorité 3. L'essentiel, il va obtenir la même priorité du client. Si elle est égale à 3, on va avoir ici 3. Si on a ici 2, il va obtenir 2, et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, j'exige que le processus service obtient la même priorité de l'activité cliente courante. C'est-à-dire c'est possible que la priorité de l'ancienne priorité du service va soit augmenter, soit dégrader. Alors ici, bind wave priority, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on demande donc, au processus serveur de ne pas changer sa priorité. Ça veut dire qu'il va garder la priorité 3. Parce que par défaut, un processus qui contient un service, il va obtenir la priorité service process. Ça veut dire la priorité 3. Ici, si je vais initialiser mon flag avec cette valeur-là, je vais demander donc par exemple, au service, au processus service, de ne pas changer donc sa propre priorité. Et donc, c'est-à-dire qu'il va garder l'ancienne priorité. Donc, ça, c'est concernant les flags. Maintenant, notre mot concernant cet objet, service connection. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, cet objet, il contient deux fonctions.
La première fonction, c'est celle-là. Voilà, on service connected. Et la deuxième fonction, c'est on service disconnected. La deuxième fonction, on va l'appeler dans le cas où le service sera tué de manière, c'est-à-dire de manière soit fortuite ou bien inattendue par le système d'exploitation. C'est-à-dire si le système d'exploitation va tuer notre serveur, s'il va tuer notre processus serveur pour n'importe quelle raison, alors dans ce cas-là, automatiquement chez le client, c'est cette fonction qui sera exécutée automatiquement. C'est-à-dire une fois le processus serveur, et en particulier la classe service, elle est détruite pour n'importe quelle raison. Donc, c'est déjà mentionné ici, called whenever, bien service is disconnected. Le service, soit parce qu'il est tué, parce qu'il est bloqué par le système d'exploitation. Il y a plusieurs raisons. L'essentiel, il n'est plus opérationnel. Dans ce cas-là, automatiquement, la fonction on service disconnected va être appelée. Et dans ce cas-là, donc, le programmeur il peut faire n'importe quelle tâche pour libérer les ressources et ainsi de suite. C'est-à-dire si jamais il y a des ressources manipulées par le client, il peut les libérer parce que tout simplement la connexion elle est perdue. Alors par contre, la fonction on service connected, elle est automatiquement exécutée ou bien lancée lorsque, je l'ai déjà dit, je vais le rappeler, lorsque le service, la service exécute onBind et elle va retourner l'objet. Alors maintenant, quelques explications sur l'objet eBinder. Ici. Donc l'objet, vous avez l'objet, un objet de type bind. Alors, de donner cette explication, il y a quand même des choses que j'ai oublié de mentionner. Alors, pour implémenter un service lié, vous avez trois options. Soit tu vas utiliser la classe eBinder. Il y a un code qui explique ça. Utiliser la classe Messenger. Soit tu vas utiliser la classe AIDL. Alors, pour le moment, toutes les versions d'Android, je suppose à partir de la version 5.0, la classe AIDL, c'est-à-dire Android Interface Definition Language. Donc, maintenant, elle est déconseillée. Donc, deprecated class. C'est-à-dire, je suppose qu'elle a causé beaucoup d'erreurs. Et pour cette raison, les ingénieurs de Google, ils ont déconseillé l'utilisation de AID. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser, mais il n'y a aucune garantie sur le comportement de votre application. Elle peut générer beaucoup d'erreurs. Elle peut se bloquer, ainsi de suite. Maintenant, il vous reste deux options, Messenger et eBinder. Donc, j'ai un exemple. On va peut-être le faire, ou bien l'afficher donc brièvement, pour expliquer comment je déclare, ou bien je fais la conception d'un service lié. C'est-à-dire, je crée deux processus. Dans ce cas-là, eBinder, je crée un seul processus pour que la classe service communique avec une autre classe, que ce soit service, un autre service ou bien une activité. Maintenant, si les deux composants, donc je vais maintenant fixer un choix, fixer un scénario d'utilisation ou d'explication. Je suppose que j'ai une activité qui essaie de donner donc une requête, par exemple deux matrices, et maintenant le service doit faire la somme des deux matrices et retourner le résultat à l'activité. Je vais continuer avec ce scénario. Maintenant, si les deux composants, c'est-à-dire l'activité client et le service, résident dans le même processus, dans ce cas-là, on vous recommande d'utiliser eBinder, la classe eBinder, parce que c'est très simple d'utiliser, de faire, c'est-à-dire les services liés avec eBinder. Donc, ça, c'est faisable pour la communication intra-processus. C'est-à-dire que vous avez un seul processus qui contient plusieurs composants. Parmi ces composants, vous avez un client, par exemple, dans notre activité, qui communique, qui envoie des requêtes et attend des réponses à partir d'une classe service liée. Alors maintenant, si les deux composants, l'activité et le service, résident dans des processus différents, mais dans le même smartphone, dans ce cas-là, on vous conseille d'utiliser la classe Messenger. Alors, l'utilisation de Messenger est plus compliquée que l'utilisation de eBinder. Vous pouvez avoir des utilisations faciles comme vous pouvez avoir des utilisations difficiles. Hein. Mais c'est trop compliqué d'utiliser le Messenger
pour vraiment des scénarios donc vraiment complexes, c'est pas facile d'utiliser le Messenger. Par contre, l'IDL, c'était très facile. C'est-à-dire l'IDL, la programmation avec IDL elle est plus facile par rapport à Messenger. Et l'IDL supporte la communication entre deux composants résidant dans des processus différents. Messenger supporte la communication entre deux composants résidant dans le même processus ou bien dans des processus différents. Par contre, eBinder, elle supporte la communication ou bien RPC ou bien LPC, Local Procedure Call, entre deux composants mais résidant dans le même processus. Ce qu'on va expliquer par la suite, c'est juste l'eBinder. Et si on a le temps, on va faire quand même quelques mots sur le Messenger. Alors maintenant, je vais expliquer directement le code. Alors, on va commencer avec voilà, la classe service. Alors, pour utiliser la classe eBinder, dans ce cas-là, vous êtes obligé de créer un projet qui contient voilà, deux composants. Alors, ça, c'est le client. Voilà, c'est la classe service. Si, là, ça, c'est la classe cliente. Ça, c'est la classe service. Voilà, ça, c'est la classe service. Donc, je vais zoomer un petit peu l'image. Voilà, donc je vous donne un petit exemple. Alors, pour créer donc un projet qui supporte le LPC, Local Procedure Call, alors dans ce projet, vous devez déclarer deux classes. Une classe de type service qui va hériter de service, on va l'appeler Local Service, et qui va être utilisée selon le mode Stateless Service, ou bien le mode lié, ou bien Bound Mode. Alors, dans cette même classe, je vais déclarer une classe interne. Donc, ça, c'est juste une option qui est valable dans le langage Java. Vous avez le droit de créer ce qu'on appelle des classes internes à l'intérieur de classes existantes. Alors, la classe interne, c'est ce qu'on va appeler local binder et qui va hériter de la classe binder. Alors, la classe binder, c'est en quelque sorte, c'est une classe qui va implémenter aussi l'interface eBinder. Parce que je vous rappelle aussi que onBind, la fonction onBind, voilà la fonction onBind. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle fait un self return ici. Elle va retourner un objet de type eBinder. Alors, eBinder, c'est le nom de l'interface et le binder, c'est le nom de la classe qui implémente en quelque sorte cette interface. Alors, cet objet, qu'on va l'appeler mBinder et qui est de type, ça veut dire son type, c'est eBinder. Et l'eBinder, c'est en quelque sorte une interface qui va, lorsqu'on dit interface, ça veut dire une classe qui va, bien sûr, avoir toutes les fonctions de la classe service. C'est-à-dire la fonction onBind, la fonction onCreate, onMbind, c'est-à-dire toutes ces fonctions-là, en principe, on va les trouver dans cet objet, le mBinder. Parce qu'il, tout simplement, il est de type eBinder. Et je peux aussi considérer que notre objet mBinder, il hérite de la classe binder parce que, en même temps, le binder, c'est une classe qui implémente l'interface eBinder. Alors, l'objet binder, l'objet mBinder qui est de type binder ou bien de type eBinder, c'est presque la même chose. Alors, parfois, on l'appellera stub ou bien proxy. Alors, stub ou bien proxy, c'est quoi donc la signification du stub ou bien proxy? Alors, je vais peut-être expliquer ça avec un petit schéma. Vous avez votre classe activité. Donc, on va dire activité. Et vous avez, par exemple, votre classe, je vais l'appeler service 1, qui est de type, ou bien qui va hériter, donc je dis la même chose, ou bien la classe local service, je vais l'appeler telle qu'elle est, local service, qui hérite de la classe service. Donc, local service, qui hérite de la classe service. Alors, ici, j'ai dit que un objet qui de type qui est instancié local service, en principe, il va contenir toutes les fonctions du cycle de vie de la classe service. Ça veut dire
il va contenir onBind, onCreate, onStartCommand, onEndBind, onDistore, et ainsi de suite. La particularité dans les services liés, c'est qu'on peut ajouter ce qu'on appelle les services publics, ou bien les fonctions publiques, que l'on peut invoquer à partir des processus clients. Par exemple, si mon service offre l'addition de deux matrices, donc je vais par exemple ajouter, en plus des 5 fonctions existantes, onBind, onEndBind, je vais ajouter par exemple la fonction addition, qui va par exemple accepter donc 2 arguments, par exemple array, le premier array par exemple, A1 et l'array par exemple A2. Les deux matrices à additionner. Et bien sûr ici tu vas avoir array, ça veut dire le résultat qui est aussi de type matrice ou bien array. Alors, tu peux ajouter aussi une deuxième fonction, une troisième fonction, et ainsi de suite. Alors, dans notre cas, on a, par exemple, proposé la fonction getRandom. Donc, ça, c'est une fonction qui va tout simplement retourner un entier entre 0 et 100. Voilà donc l'implémentation. Vous avez donc la classe mGenerator qui est de type random. Donc, random, c'est une classe prédéfinie donc, dans le package des fonctions mathématiques. Alors, cette classe random, si tu vas faire .next_int, elle va te retourner un entier qui commence depuis 0 jusqu'au, par exemple, 100. 100 en principe n'est pas inclus, c'est-à-dire jusqu'à 99. Et tous ces entiers-là, c'est-à-dire depuis 0 jusqu'à 99, ils ont la même probabilité, c'est-à-dire ils ont la même probabilité, il y a 0, 0, 1. Alors, donc ça, c'est la fonction publique que je vais partager avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec les processus clients. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas d'argument. Cette fonction n'a aucun argument, mais elle retourne un entier. Mais c'est possible que je vais créer d'autres fonctions. Donc, je vais garder la même getArray, donc qui n'a pas d'argument, mais qui retourne un entier. C'est-à-dire que vous avez ici un entier. Ici, c'est getArray, ou plutôt getRand. Et vous avez ici un certain code. Alors, donc ça, c'est l'implémentation. Alors, dans ce qu'on appelle LPC, la classe activité, elle ne peut pas appeler directement getRand. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire, par exemple, local service, bien que dans notre cas, les deux classes ils résident dans le même, c'est-à-dire dans le même projet, mais si tu veux implémenter local procedure call, tu n'as pas le droit de faire local service, par exemple, .getRand. Tu n'as pas le droit de faire, bon, ça c'est vraiment interdit, on n'a pas le droit, si les deux classes résident dans des processus différents. Donc ça, c'est logique. Bon, s'ils résident dans le même processus, tu peux faire ça, tu peux faire l'appel de votre fonction directement s'ils appartiennent au même projet. Mais si tu veux utiliser vraiment le LPC, Local Procedure Call, tu vas utiliser, donc ça c'est interdit. Donc ça, c'est interdit. Mais ce qui est autorisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, donc ça c'est strictement interdit si les deux classes, avec activité réside dans un processus A et local service réside dans un processus B. Ça c'est interdit tout le temps. S'ils résident dans le même processus, ça c'est possible. Mais dans ce cas-là, on n'a pas utilisé le LPC. C'est-à-dire on a fait une simple invocation sans utiliser le LPC ou bien le RPC. Maintenant, si tu veux utiliser le LPC, Local Procedure Call, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est autorisé, donc, alors, ce qui est autorisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le proxy. Soit j'appelle proxy, .getRand, ou bien j'utilise le proxy.getRand. Donc le proxy, ça c'est un autre objet. Un autre objet qui sera en quelque sorte dans le système Android, il va être envoyé, en principe cet objet, il va être envoyé depuis la classe service. Soit je l'appelle proxy, soit on l'appelle stub. Donc, je vais appeler cet objet stub. Donc, dans les anciennes technologies, on les appelle stub proxy. Hein. Soit on l'appelle
pour être plus concret, dans la technologie Android, c'est un objet de type eBinder, c'est-à-dire c'est un objet, donc je vais carrément écrire ça, de type eBinder, c'est-à-dire ce qu'on appelle proxy ou bien stub, avec lequel c'est autorisé d'utiliser directement le nom de la fonction, les getRam, et bien sûr, c'est-à-dire mettre les arguments ici. Alors, cet objet, on va l'appeler stub, soit proxy, soit l'objet de type eBinder. Donc, cet objet, qu'est-ce qu'il va faire? En principe, il va encoder les arguments, parce qu'en général, je parle des anciennes technologies, le processus serveur et le processus client n'utilisent pas, en général, la même syntaxe. Donc, là, je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans le langage, par exemple, C, dans le langage C, ou même C++, et dans le langage Pascal, le concept de chaîne de caractères n'est pas codé avec la même façon. Par exemple, dans le langage Pascal, une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui ne dépasse pas 256 cases. C'est-à-dire que tu as au maximum 256 octets. Par contre, la même chaîne de caractères qui est encodée dans le langage C, ce n'est pas un tableau. En quelque sorte, c'est une liste chaînée de caractères. C'est-à-dire, bon, ou bien, pour être plus précis, c'est un tableau, mais dont la taille, c'est illimité. Ça veut dire, dans Pascal, la chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, mais c'est limité, c'est exactement 256. Par contre, ici, c'est un tableau de caractères dans le C, mais la taille, elle est illimitée. Maintenant, comment je connais, ou là, je vais déterminer la fin de la chaîne? Tout simplement, la chaîne, elle doit se terminer avec anti/n. Par contre, anti/n, ça veut dire implicitement, ce que tu fais une chaîne de caractères, dans le C ou le C++, par exemple, une chaîne de caractères string, par exemple X. Alors, voilà. Carrément, implicitement, la chaîne, elle se termine avec le caractère anti/n, mais qui n'est pas visible dans votre code. C'est-à-dire, le compilateur, il va insérer anti/n automatiquement dans votre chaîne. Maintenant, si un langage ou un programme en C va envoyer la même chaîne au programme Pascal, dans ce cas-là, elle ne va pas arriver de manière exacte. Ça veut dire ce qui sera reçu par le programme Pascal, c'est cette chaîne-là, c'est-à-dire 4J avec anti/n. Donc, ce qui fait que Pascal, il est obligé de retirer l'anti/n. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le traitement de présentation ou bien d'encodage, en quelque sorte. Ça, c'est le traitement d'encodage. C'est-à-dire, parfois, le travail fait par le proxy ou bien le stub, en général, c'est un travail d'encodage. Ça veut dire, si la chaîne elle est reçue depuis C, dans ce cas-là, on va retirer l'anti/n. Par contre, si la chaîne elle est envoyée vers un langage, plutôt un programme rédigé en C, donc le stub qui est placé dans le côté service, parce que vous avez deux stubs, un stub donc côté client et un stub donc côté service. Le stub donc côté service, il doit ajouter l'anti/n pour que la chaîne arrive de manière cohérente. Donc, pour résumer, le proxy ou bien le stub, de façon générale, vous avez une copie dans le client, une autre copie, donc ça veut dire dans Android, vous avez le même objet, c'est le eBinder, mais qui est placé dans le côté client et qui est placé aussi dans le côté service. Alors, techniquement, voilà, pour être plus précis, lorsque l'onBind est exécuté, ce return, il va retourner le stub et il va l'envoyer donc au client. J'ai dit que le rôle du stub, c'est d'offrir les mêmes fonctions publiques. Ça veut dire que cet objet mBinder, il va aussi offrir la fonction getRand et éventuellement les autres fonctions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en général, ou bien à la limite pour les anciennes technologies, l'objet stub, il a pour rôle d'encoder ou bien de décoder les arguments. Et j'ai donné donc un exemple donc, de chaîne de caractères. Donc ici, dans l'encodage, lorsqu'on essaie de transférer donc, les arguments vers le service, l'encodage, c'est tout simplement d'ajouter l'anti/n. Donc, le décodage, c'est l'inverse. Lorsque le résultat sera envoyé, le résultat donc, de la fonction publique sera envoyé au client, le décodage, c'est ça carrément d'enlever l'anti/n.
Alors, donc ça, c'est en demandant donc l'intérêt de l'objet eBinder. Je suis toujours le même exemple. Donc, l'mBinder sera retourné à l'activité client. Je vous rappelle que cet objet mBinder, donc il est donc instancié avec LocalBinder. Donc, il est instancié avec cette classe-là, ou ce constructeur-là, LocalBinder. Et il y a une fonction spéciale dans la classe LocalBinder, c'est getService. GetService, qu'est-ce qu'elle retourne? Tout simplement un pointeur, c'est 10, par rapport à la classe mère. Je vous rappelle que le binder, la classe LocalBinder, c'est une classe interne par rapport à la classe service. Maintenant, l'intérêt pour le client, c'est d'avoir une référence, c'est-à-dire un pointeur pour la classe service. Alors, la fonction qui donne le pointeur vers la classe service pour qu'on puisse appeler getRand, c'est exactement getService. Parce que getService, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne juste la référence, ça veut dire 10, par rapport à la classe mère, ou bien la classe englobante, ou la classe qui encapsule le local binder. Alors, je vous ai déjà dit qu'une fois le mBinder, ça veut dire cet objet-là qui représente la classe local binder, une fois arrivé à l'activité cliente, voilà, automatiquement, qu'est-ce qu'on va exécuter? Alors, automatiquement, donc ça, c'est le code de l'activité, hein, c'est le code de la classe activité. Donc, il y a plusieurs lignes, on n'a pas montré toutes les lignes, j'ai montré juste une partie. Alors, automatiquement, on va exécuter onServiceConnected. Alors, onServiceConnected, alors qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient donc, deux arguments, c'est-à-dire le nom donc, de la classe service, c'est-à-dire ici la classe service qui a fait l'appel. En principe, son nom, c'est local service. C'est-à-dire ici, pour être plus précis, ici, le premier argument, en quelque sorte, il va représenter le nom de la classe service, c'est-à-dire local service. Alors, deuxième argument, c'est ce qu'on appelle eBinder. Donc, je vous ai déjà dit que onBind, elle va retourner l'objet eBinder et on va le trouver ici, dans cette variable, la variable service. Alors, une fois la variable service, elle est déjà récupérée, alors, la variable service, elle est déjà récupérée, donc on va la placer ici, dans cet objet binder. Et une fois, je vais la placer dans l'objet binder, je vais appeler la fonction getService, parce que je vous rappelle que, là, donc l'objet binder qui instancie la classe localBinder, donc je vous rappelle que localBinder, c'est la classe qui a instancié notre eBinder ou bien mBinder. Elle contient une fonction getService qui va retourner la référence sur la classe service. Donc, on va récupérer cette référence avec cette fonction-là. Ça veut dire que maintenant, dans cette variable-là, liée à mService, on va trouver une référence, ça veut dire l'adresse de la classe localService. C'est-à-dire la classe, cette classe-là, qui est appelée localService. Donc, l'adresse de l'objet qui représente cette classe-là, en principe, il est stocké ici, dans mService. Une fois il est stocké ici, dans ce cas-là, tu peux faire l'invocation de manière à l'aise. Ça veut dire que ici, je vais charger, donc, troisième code. Donc, ça, c'est toujours la suite de la classe activité. Vous avez la fonction onStart, vous avez la fonction onStop, et ainsi de suite. Et vous avez, par exemple, un certain bouton. Alors, une fois que je clique sur un certain bouton, pour, par exemple, appeler la fonction getRandom, j'essaie d'avoir, par exemple, une fois que je clique sur le bouton, ici, donc ce callback sera exécuté automatiquement en bouton clic. Alors, ce callback, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer la fonction getRand, la fonction publique getRand, qui est déjà offerte par la classe localService. Et on a déjà dit que la référence vers la classe localService, elle est stockée déjà dans mService. Donc, on a fait cette tâche-là. Voilà. Voilà. Donc, on a récupéré, avec cette fonction getService, on a récupéré la référence vers la classe localService et on l'a stockée dans la variable mService. Donc, une fois j'ai la référence vers la classe distante, hein, une fois j'ai la référence vers la classe distante, maintenant c'est possible de faire l'invocation donc à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle LPC. Donc, cette fonction-là, mService.getRand,
Donc ça, c'est l'invocation explicite de la classe service. Et bien sûr, ce résultat, bien sûr, il sera affiché dans un toast. C'est-à-dire ici, à chaque fois que je clique sur ce bouton-là, je vais afficher dans le toast un entier aléatoire qui est compris entre 0 et le 100. Et bien sûr, tu peux faire beaucoup d'initialisation, que ce soit dans la fonction onStart ou bien dans onCreate, c'est-à-dire les deux fonctions. Ici, la préparation de l'intent. Bien sûr, pour préparer l'intent, vous êtes obligé de mentionner le nom de la classe source, 10, c'est-à-dire l'activité, dans ce cas la binding activité, et le nom de la classe service, c'est-à-dire local service.class. Donc, il faut spécifier donc les deux noms. Et tu peux spécifier aussi avec l'extra, si jamais, ici, getRand n'a pas d'argument, mais si jamais tu as une fonction qui possède des arguments, il faut ajouter ici des extras dans l'objet intent. C'est-à-dire dans l'objet intent, il faut configurer les extras avec les arguments. Et par la suite, tu vas invoquer le service distant avec la fonction bindService, avec la requête, c'est-à-dire intent, avec la connexion. Donc la connexion, tout simplement, c'est un objet qui contient deux fonctions. Voilà, je vous rappelle les deux fonctions, onServiceConnected et onServiceDisconnected. Et j'ai bien dit que onServiceConnected sera appelé automatiquement une fois le stub sera retourné par le serveur. Et bien sûr, dans la fonction onStop, le service, plutôt l'activité client, elle peut appeler nBindService. Alors, si la dernière, ça veut dire si cette activité, c'est le dernier client qui a exécuté nBind. Alors, nBindService va causer l'exécution automatique de la fonction onNbind. Je ne sais pas si on l'a déjà fait ici. Alors, puisqu'on a programmé onBind, tu peux aussi faire l'override ou bien programmer aussi onNbind pour éventuellement libérer des ressources manipulées pour la classe service. Si tu n'as pas de ressources manipulées, ça veut dire de ressources matérielles manipulées par la classe service, tu peux la laisser. Donc, tu peux la laisser telle qu'elle est, ça veut dire sans override. L'essentiel, le dernier client, voilà. Alors, le dernier client, voilà. Le dernier client qui va causer ou bien invoquer nBind services, cet appel va causer en principe l'exécution de onNbind. C'est-à-dire onNbind, elle est exécutée une seule fois lorsque le dernier client appelle nBind service. Et automatiquement, le service sera détruit dans onDestroy. Alors, c'est tout ça pour le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions.